Je suis très heureux de partager avec vous autour de cette thématique passionnante qui est celle de la reconnaissance des différences. Françoise, tu viens à l'instant d'évoquer cette question de l'orchestration des conditions du vivre ensemble. Et c'est un thème de profonde actualité. Et c'était important, je crois, pour nous tous, que de réfléchir pendant cette heure autour de cette thématique de la reconnaissance des différences. Mais les choses ne se font pas de façon automatique et donc c'est un bel enjeu pour le dirigeant. Alors, on vit dans notre pays, après les attentats, un moment particulier de crispation dans les équipes et donc de nécessaires réflexions sur la cohabitation entre des collaboratrices, des collaborateurs de différentes origines, de différentes croyances religieuses, de différents âges, de différents projets de vie et de différentes conceptions de ce qu'est le travail, le sens même de son existence. Et donc, ça nous a semblé particulièrement important, et je suis heureux de le faire, que de prendre ce temps de recul, en quelque sorte, de ressourcement, et de travailler sur cette question de la reconnaissance des différences. Alors, c'est un thème qui est important pour le dirigeant parce que c'est tout simplement un thème de création de valeur. Et donc, il en découle pour nous la nécessité de réfléchir en ce moment dans un monde complexe pour essayer autant que faire se peut d'éviter les simplifications, d'ouvrir la parole, mais comment le faire en entreprise? Comment on ouvre la parole? Comment on réfléchit à la manière de fédérer des énergies différentes? Et quelles sont les conditions, en quelque sorte, de cet enjeu que moi j'appelle, et depuis longtemps, avec un certain nombre de collègues, dont Eva de Moutabazi, un enjeu interculturel. Alors l'interculturel, on aura l'occasion de le partager, c'est plus que toléré. Travailler sur l'interculturel, je vous le propose tout de suite de cette façon-là. Comment, en tant que dirigeant, je pose un socle culturel commun avec des gens qui discutent de plus en plus des principes? Comment je pose une règle avec des gens qui sont de plus en plus éveillés à potentiellement travailler sur la critique, remettre en cause certaines choses, croire en des choses qui vont en fait nous interroger sur le socle culturel commun. Moi, ce que je constate en tant que DRH, ancien DRH, comme consultant aujourd'hui, comme expert APM, c'est aussi un autre enjeu pour le dirigeant. C'est une imbrication de plus en plus forte entre la sphère du hors-travail et la sphère du travail. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra aussi travailler dans l'heure qui vient. Comment, en fait, on articule la personne que l'on est et le rôle que l'on tient. Et j'observe au quotidien de plus en plus de personnes qui vont non plus faire une séparation stricte entre la personne qu'elles sont et le rôle qu'elles tiennent, mais elles vont imbriquer les sphères. Alors moi, j'ai un certain nombre, sur ce thème de la reconnaissance des différences, j'ai un certain nombre de convictions. D'abord, la première, et je sais qu'elle est partagée au sein des clubs, et quand je vis la dynamique des clubs, je le ressens, tout le monde dans l'entreprise est porteur d'un savoir, tout le monde. Et donc l'enjeu interculturel, c'est comment on parvient à créer des conditions d'apprentissage des différences. Deuxième conviction, on travaille mieux quand on est en confiance. Mais la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Et elle se construit par un alignement des paroles et des actes, notamment pour le dirigeant. Et puis, si on fait confiance, si on crée les conditions d'apprentissage, ce que je veux aussi partager avec vous, c'est que ça ne se fait pas automatiquement, c'est énergivore et c'est chronophage. Pour le dirigeant, c'est une belle responsabilité, mais qui l'engage à réfléchir en permanence à sa posture. Et donc, avec Françoise, on aura très certainement l'occasion, avec vous, de réfléchir sur ce que j'appelle une logique d'étonnement volontaire. S'obliger à revenir en fait sur des questions qu'on se pose à soi-même pour pouvoir en fait créer des enjeux de confiance. Je reprendrai tout de suite une phrase d'un des grandes figures intellectuelles de notre siècle qui est mort récemment, c'est Claude Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss avait une formule que je trouve absolument magnifique, il disait « L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir à la raison des autres. » Et c'est ce que je nous souhaite à tous, c'est une logique de questionnement volontaire. Alors, sans plus tarder, je vous propose en fait de distinguer trois types d'approches. Quand on fait face aux différences, qu'elles soient de trajectoire de vie, d'âge, de croyances religieuses, tout simplement en fait de parcours, on peut distinguer trois approches. Monoculturelle, multiculturelle, interculturelle. Dans une approche monoculturelle, le verbe fort, c'est assimiler. Je te transforme en chose et la chose, c'est moi. C'est-à-dire que je t'invite à suivre mon modèle car je suis convaincu que ce modèle est le bon. Alors, on peut penser au rapport entre un siège et une filiale, on peut penser à un rapport entre Paris et le reste du pays, on peut penser aussi à un centre et à la périphérie.
Dans une approche monoculturelle, on a un modèle, on pense qu'il est tout à fait intéressant de le suivre, mais ça pose des questions fortes, et on aura l'occasion, durant cette heure, j'en suis convaincu, de revenir là-dessus. Ça pose la question, en fait, du respect des différences, et puis tout simplement des limites de l'entre-soi. Pour un dirigeant, par exemple, c'est est-ce que je suis bien sûr de protéger des gens qui ne fonctionnent pas comme moi, et que j'appelle des talents. Un talent, c'est quelqu'un qui apporte à mon entreprise parce qu'il fait bien les choses, il est excellent, même très bien les choses, mais il est différent. Excellent et différent. Et donc, souvent, j'ai l'opportunité de dire qu'un talent dans une organisation, ça se protège. Ça se protège parce que si on y prend garde, les équipes qui sont les nôtres peuvent vouloir chasser le talent, le mettre à distance. Parce qu'un talent, ça nous interroge aussi sur notre propre incompétence consciente. René Girard, grande figure intellectuelle française, vient de disparaître. Et nous le savons, il évoquait la figure du bouc émissaire. On reviendra sur ces dimensions avec grand plaisir. Deuxième approche, l'approche multiculturelle. Alors là, dans cette perspective, on vit côte à côte. Les différences existent. Imaginons une entreprise où au premier étage, on a le merchandising, au deuxième étage, le marketing et au troisième étage, le commercial. On peut créer de la valeur, mais on vit côte à côte. Alors cette approche multiculturelle, je pense que nous pouvons dire qu'elle est en lien avec un imaginaire politique qui est plutôt celui des pays anglo-saxons, un peu comme la ville aux États-Unis, qui est basée sur une architecturation entre quartiers, le quartier italien, le quartier chinois. On vit côte à côte, la monnaie est la même, et on crée de la valeur sans véritablement parfois se connaître. Ce en quoi je crois, et aujourd'hui c'est un enjeu de société, comme l'a indiqué Françoise, pour la société tout entière, pour les entreprises et pour le dirigeant dans sa posture, c'est dans les promesses d'une approche interculturelle. Le verbe fort, c'est reconnaître, c'est plus que tolérer. Et dans une approche interculturelle, c'est un enjeu de chaque jour. Je me transforme, moi dirigeant, au contact de mes équipes. C'est-à-dire que je pars de l'idée de recruter, d'intégrer, de gérer les carrières, de former des gens différents qui vont, à mesure du travail avec eux, me transformer moi-même. Et c'est tout l'enjeu. On travaille mieux avec des gens qui ne fonctionnent pas comme nous, mais ça n'a rien d'une évidence. Alors, ce matin, sur le site qui est le nôtre, le site de l'APM, je lisais les mots magnifiques de Patrick Bannon. Et Patrick exprimait cette idée. Au moment des attentats après le 13 novembre, nous sommes dans un monde d'idées, de mots et de symboles. C'est sur ce terrain que se gagne ou se perd l'âme d'une société. J'accorde toujours beaucoup de prix à distinguer mono, multi, inter, mais je vous propose tout de suite d'aller un cran plus loin. Dans la République qui est la nôtre, notre modèle est universaliste, méritocratique, républicain. Nous avons un certain nombre de convictions et il s'agit de bien définir les termes. Face au traitement des différences, je vous propose en fait 4 postures. On verra ensuite en traduction concrète dans la vie des équipes, face aux synergies, aux performances. Face à des différences d'âge, de croyances, des différences de comportement, il peut y avoir, et c'est parfois ce que j'observe au terrain, il peut y avoir une dimension qui est celle du ne rien faire ou du laisser faire. On a par exemple des personnes qui, pendant les heures de la journée, vont avoir un certain nombre de croyances cultuelles, de pratiques. On va fermer les yeux sur ces pratiques et on va considérer qu'avec un peu de politesse et de bonne éducation, on arrivera à traiter les choses. Je ne crois pas, moi. Je pense que là, on est dans le laisser-faire, dans le risque du déni. Et donc ça serait une première posture. Je crois qu'elle est potentiellement dangereuse. Ça serait fermer en fait son regard sur des choses qui nous interrogent profondément comme dirigeants, mais dont on n'a pas envie de parler. Deuxième posture, c'est l'égalitarisme. On traite tout le monde de la même manière, quels que soient les mérites et les efforts de chacun. On en voit aussi les limites, mais c'est un premier souci que de vouloir, en quelque sorte, reconnaître un certain nombre de différences. Troisième posture, c'est ce qu'on va appeler ensemble, et là Patrick nous invite à donner le sens précis des mots, c'est l'action positive. Et l'action positive, elle participe en fait d'une logique d'équité. Je prends des personnes qui ont plus, parce qu'elles sont nées dans des familles qui ont apporté un soutien dès le plus jeune âge, dans un parcours scolaire. Les conditions économiques sont favorables. Je prends à ces personnes un peu de temps de professeur, je les fais participer financièrement à l'effort de la nation, et je vais en fait donner sa chance à quelqu'un qui est né ou qui a évolué dans un territoire de la République qui a pu être défavorisé. Ça, je vous propose d'appeler ça l'action positive. Peu importe la couleur de peau, peu importe les croyances religieuses
de l'étudiant qui est dans ce lycée, qui a signé un partenariat en zone d'éducation prioritaire. Ce qui compte, c'est de lui aménager une voie réservée et de le faire réussir. En quelque sorte, il faut réhabiliter des conditions de naissance et ça participe d'un idéal qu'on va appeler celui de l'action positive. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais Philippe, dans la société qui est la nôtre, dans les entreprises qui sont les nôtres, ça ne suffit pas. » Et alors là, vous êtes sur le 4e niveau. C'est ce qu'on va appeler ensemble la discrimination positive. La discrimination positive, c'est l'idée en fait qu'on marque des différences et que dans l'histoire d'un pays, il y a des communautés qu'on va identifier. Alors, ça pose la question de savoir quel découpage on fait. Et en fonction du découpage qu'on fait, on va donner un avantage supplémentaire à un membre de cette communauté. Pensons clairement à l'université. Un jeune noir aux États-Unis dans les années 70 qui serait victime de racisme, on aménage en fait son entrée à l'université, on lui donne une chance supplémentaire. Alors, la discrimination positive, c'est un vrai enjeu dans nos sociétés actuelles. Est-ce qu'on va être quota ou pas quota? Est-ce que pour compter, il faut se compter? Est-ce qu'il faut imposer à des dirigeants, par exemple, autour de bassins d'emploi, de regarder quelle est la nature du bassin d'emploi en termes de composition de la population, et puis l'obliger à recruter des personnes de croyances religieuses spécifiques, de parcours de vie particuliers ou d'origine singulière? Alors moi, je distingue toujours, on va le faire ensemble, 2 types de quotas. Les quotas tremplins, vous vous dites en fait que vous mettez dans un lieu de pouvoir, un journal de 20 heures par exemple, quelqu'un qui n'y est jamais, quelqu'un qui aurait une autre couleur de peau que mon phénotype, et on se dit, en le mettant là, on va changer les mentalités et on va aménager les différences en transformant les choses. Ça, c'est le quota tremplin. À terme, on peut même l'enlever une fois que les mentalités seront changées. Puis vous avez une façon plus volontaire, c'est ce qu'on va appeler, et ça c'est une tradition davantage anglo-saxonne, des quotas cibles. En fonction d'un référentiel ethno-racial. Alors, je rappelle aux dirigeants qu'en France, je n'ai pas le droit de demander en entretien de recrutement quelle est la nationalité de la personne en face de moi au moment de l'entretien, ni même la nationalité de ses parents. Mais dans une discrimination positive avec des quotas tremplins, j'impose des quotas qui ensuite vont rejaillir sur la vie de l'entreprise. Un dirigeant, en France, il doit connaître un certain nombre de choses qui touchent au droit du travail. Alors, je rappelle ici que pour aménager et traiter les différences, il y a des obligations juridiques légales. En France, nous le savons, il y a 20 critères de discrimination qu'on va appeler ensemble directs. Direct, ça signifie en fait qu'on sait ce qu'on fait et c'est intentionnel. Un dirigeant qui me dirait « Moi, je ne veux pas de personnes d'origine asiatique ou de personnes noires dans mes équipes, je ne suis pas raciste, mais ce sont mes clients qui n'en veulent pas », c'est un fait condamnable au pénal, c'est une discrimination qui est intentionnelle. La personne sait ce qu'elle fait, même si elle se cache derrière en fait la clientèle. Et donc, en France, il y a 20 critères qui vont fonder une discrimination directe et qui vont nous inviter à penser cette posture du dirigeant et de ses équipes et les conditions d'intégration. Alors, j'en prends quelques-uns de critères de discrimination directe. L'apparence physique. Est-ce que, en fonction de la taille, du poids d'un collaborateur, d'une collaboratrice, je vais moduler mon regard et lui faire peser ou pas ce que j'appelle une présomption d'incompétence? On a moins de chances de rentrer dans l'organisation parce qu'on présume qu'en fonction d'une apparence physique, on va moins convenir à la clientèle. Pensons au tatouage, au piercing, un certain nombre de choses qui, dans mon référentiel de sens, moi, vont m'interroger sur cette capacité que j'ai à faire rentrer. Et puis, pensons à la maternité, un retour de maternité. Je mets à l'écart systématiquement quelqu'un qui pourrait avoir, en fait, un parcours de vie différent du mien. Alors ça, c'est la discrimination directe. Deuxième forme de discrimination, c'est ce qu'on va appeler indirecte. Un groupe partage un critère en commun. Ce critère est en apparence neutre et c'est ce critère qui met quelqu'un de côté. Je prends des exemples. Vous êtes une entreprise et vous avez l'habitude, pendant les vacances d'été, de recruter majoritairement les enfants du personnel. Aujourd'hui, ça va s'appeler une discrimination indirecte parce qu'on met de côté des enfants qui n'ont pas de parents qui peuvent travailler et qui ne sont pas dans l'entreprise. J'en prends un deuxième. Dans une annonce de recrutement, quand il s'agit de traiter les différences, vous laissez pour tous les postes, quels que soient les postes tenus, permis de conduire exigé. Vous mettez, sans vous en rendre compte, quelqu'un de côté parce qu'il n'a pas son permis et qu'il n'a pas les moyens de passer le permis. Alors ça, c'est la notion de discrimination indirecte. Pour un dirigeant, c'est important de les connaître et pour les équipes aussi parce que ça engage votre responsabilité au civil ou au pénal. Troisième forme de discrimination, la discrimination qu'on va appeler ensemble systémique. C'est votre propre processus de travail qui met des gens de côté dans les équipes sans même s'en apercevoir.
Alors ça, moi, c'est un thème qui me passionne parce que je pense qu'on n'est qu'au début de ces questions de discrimination systémique. Pensez à des horaires de réunion où sans s'en rendre compte, on les met parce qu'on aime bien travailler tôt le matin ou tard le soir, et on met de côté, sans s'en rendre compte, des personnes qui ont soutien de famille. Et on sait dans nos équipes, dans nos entreprises, qu'il y a de plus en plus de personnes qui élèvent seuls leurs enfants. Pensez aussi, on nous dit, pour les personnes qui s'intéressent à ces questions, on nous dit qu'une petite fille qui naît en France a une chance sur deux d'être centenaire en ce moment. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont porter soutien à leurs parents. Est-ce qu'en mettant des réunions tôt ou tard le soir, on n'est pas en train de les mettre de côté? Au-delà de ces phénomènes, ça pose une question toute simple. Est-ce que je suis armé, en quelque sorte, pour travailler avec des gens qui ne me ressemblent pas? Et est-ce que je n'ai pas toujours, en quelque sorte, un enjeu, c'est de me casser les os de la tête, pour reprendre la formule du philosophe, s'obliger à une logique d'étonnement volontaire. Questionner l'autre, ça, on questionne souvent les autres. Se questionner, c'est toute la dynamique de la PM. Trouver des moments pour se questionner. Et puis peut-être, chose encore plus importante, se laisser questionner. Avoir un moment volontaire où on va prendre la mesure d'autres modes de fonctionnement. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement important. Arriver à cette logique de l'étonnement volontaire. Et j'ai en management souvent une notion que j'aime bien, c'est pour un dirigeant, c'est important, l'homme et la femme ressource. Je pose cette question souvent. Depuis 1 an, combien de personnes sont venues vous voir volontairement, de leur propre chef, pour vous dire à vous quelque chose qui vous a été utile sur vous, votre personnalité, la façon d'organiser les équipes, qui vous a été utile mais que vous ne vouliez pas entendre? Eh bien, en ces temps de crispation possible dans les équipes, en ces temps de réflexion sur l'interculturel, un homme ou une femme ressource, c'est une pépite dans une entreprise. Si un dirigeant, alors que je lui pose la question, n'a pas de réponse, la personne à qui il pense, qui est venue depuis 1 an, lui apporter en fait ce regard, prenons-le comme un point de vigilance. Et donc, un homme ou une femme ressource, c'est ensuite quelqu'un qui va, avec nous et avec les équipes, donner la possibilité en fait de porter des messages, d'écouter des choses que l'on ne voit pas ou que l'on ne voit plus. Dans les organisations, ce qui est problématique, ce n'est pas le changement. Dans les organisations, ce qui est problématique, c'est la stabilité, mais plus encore la continuité. Et ça, quelque chose de cet ordre, pour moi, est essentiel. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui va réduire les ambiguïtés et qui va proposer en fait des espaces où les personnes se mettent en mots pour dire « voilà en quoi je crois », voilà ce qui m'anime, et peut-être même « voilà le sens pour moi du travail, il n'est pas le même que vous ». Un dernier mot, quand j'étais DRH, je me souviens d'un jeune que j'avais vu sur un forum de recrutement qui vient s'asseoir en face de moi et qui, au bout de 5 minutes d'entretien, me casse les os de la tête. Il me demande sérieusement, alors qu'il venait pour un poste en marketing, il me pose cette question, « Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ?» Alors là, j'ai été saisi d'étonnement et je me suis appliqué à moi-même ce que je partage avec vous. « Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ?» C'était une réflexion intense sur le sens du travail et la reconnaissance. Est-ce que j'allais lui imposer un modèle? Très certainement, oui. Le modèle monoculturel. Est-ce que j'allais vivre côte à côte en lui proposant le télétravail? Ou est-ce qu'on allait ensemble réfléchir sur les modalités de reconnaissance? Ça, c'est vraiment, je pense, l'enjeu aujourd'hui. D'une certaine manière, pour donner quelque chose à quelqu'un d'autre, il faut croire en des choses que l'on a assumées. Et si je te donne quelque chose, peut-être qu'à un moment donné, je vais me recroqueviller dans ce que je cultive. Voilà, ça c'est pour moi un point important, monoculturel, multiculturel, interculturel, et puis les postures de lutte contre les discriminations qui sont au cœur des enjeux de société, à la fois pour notre République, pour la vie de nos équipes, et puis pour la posture du dirigeant.